Très bien. Bonjour à tous. Donc la séance d'aujourd'hui porte sur le chapitre 5 et donc sur les calculs de taux d'intérêt. Donc cette séance, elle est pas très difficile. Techniquement, elle est même très simple. La difficulté dans cette séance, elle est plus, je dirais, pratique. Hein. Il y a pas mal de vocabulaire, de définitions de normes en fait, de règles à connaître pour pouvoir ensuite faire des opérations de prêt, d'emprunt et de calcul de taux. Donc techniquement c'est assez simple, mais vous allez voir que les exercices ils sont vite assez complexes. Il y a du fait de l'intégration de tous ces éléments institutionnels qu'il faut prendre en compte. Alors, on va essayer de définir d'abord les taux d'intérêt rapidement. C'est plus du rappel, vous allez voir, il y a plusieurs définitions possibles, plusieurs notations possibles. Je vais rappeler ça avec vous aujourd'hui. D'accord. Donc, jusqu'à présent, vous avez bien compris, on avait un seul taux d'intérêt et on n'avait pas discuté de la façon dont était déterminé le taux d'intérêt. C'était une donnée exogène que l'on considérait comme acquise. Donc, l'hypothèse qu'on faisait, qui est une hypothèse évidemment simplificatrice, l'hypothèse c'était qu'on avait un seul taux d'intérêt, un taux unique, quelle que soit la durée des opérations de prêt et d'emprunt. C'est la première chose, donc un taux unique, quelle que soit la maturité. En plus, ce taux, il était unique, deuxième chose, parce qu'on ne distinguait pas les taux prêteurs et les taux emprunteurs. En pratique, lorsque vous empruntez à des taux plus élevés que lorsque vous prêtez. Et évidemment, ça a une incidence sur les calculs par la suite. Et puis, troisième élément, on ne distinguait pas le taux d'intérêt en fonction du risque. On considérait des taux sans risque. Il y a évidemment un lien étroit entre le taux d'intérêt et le risque lié à chaque projet. Vous savez, on l'a vu au cours de la première séance, que le taux d'intérêt pour un projet risqué intègre une prime de risque. Mais tout cela, on l'avait passé un peu sous silence, ces différences de taux, on avait passé tout cela sous silence. Donc, je vais donner quelques faits stylisés, quelques ordres de grandeur pour commencer, et puis on va intégrer tout ça dans une réflexion plus globale. Alors, quelques ordres de grandeur, ce sont des données ici qui datent de 2011, les choses ont assez peu évolué depuis, qu'importe. L'idée, c'est que vous les réactualisiez vous, que vous alliez voir de votre côté ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, début 2011, le taux du livret développement durable ou du livret A, c'est le même taux, il est de 1,75%. Alors, ces deux taux sont des taux très spécifiques parce qu'il s'agit de placements réglementés et défiscalisés. On ne paye pas d'impôt sur les revenus liés à ces intérêts. Donc, c'est des placements assez spécifiques, très liquides et qui sont évidemment très prisés par les ménages. Livret d'épargne populaire, c'est moins liquide, ce qui justifie que le taux est un peu plus élevé. Et puis je prenais cet exemple, c'est pour ça que j'ai pris 2011, parce qu'on avait des forts écarts. J'ai pris l'exemple d'un compte d'épargne rémunéré dans une banque, une nouvelle banque, un Before Bank. À l'époque, Before Bank proposait un taux de 5%. Donc vous voyez des écarts énormes pour un placement identique, quasiment. Un placement sans risque offert à des ménages. Alors je dis identique quasiment parce qu'il y a quand même des différences. Je le répète, le livret développement durable, c'est parfaitement liquide. C'est le cas aussi du livret Before Bank. Mais vous avez un plafond pour le livret Before Bank. D'ailleurs, vous en avez un aussi pour le livret développement durable. Vous avez un plafond sur le montant. En revanche, vous n'avez pas de plafond sur la durée. Alors que pour Before Bank, vous aviez un plafond, une durée limitée, une durée de 3 mois. Il s'agissait simplement d'une opération commerciale pour cette nouvelle banque qui cherchait à ce moment-là à s'implanter sur le marché et pour avoir de nouveaux clients, il leur offrait, mais évidemment c'était à perte pour la banque à court terme. Donc, vous voyez des fortes différences de taux entre les placements, pour des raisons commerciales, pour des raisons fiscales, et puis des différences de taux en fonction de l'horizon. Par exemple, les bons du Trésor à 1 an, le taux était de moins de 1%. Alors qu'avant la crise, quelques années plus tôt, les taux pour les bons du Trésor des
un actif là tout à fait identique, mais 4 ans plus tôt, le taux il était de 4%. Mais bien sûr, avec la crise, vous le savez, les taux ont chuté. Donc 1% pour une maturité à 1 an, jusqu'à 3,35% pour une maturité à 10 ans. Pour le même émetteur, hein. C'est l'État français, c'est le Trésor qui émet ces obligations. On a évidemment une différence très importante. Donc vous savez hein, que c'est fonction par ailleurs du niveau de risque, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, l'État, en France en tout cas, il emprunte à des taux plus faibles que les grandes entreprises, qui elles-mêmes empruntent à des taux plus faibles que les petites entreprises. D'accord ? Eh bien, c'est lié au risque de solvabilité. Donc, je rappelle tout ça rapidement et pour dire que nous, dans les exercices, on ne changera pas tellement la donne, on prendra les taux qui nous sont proposés dans l'énoncé. Mais il faut que vous ayez conscience qu'en pratique, la difficulté, elle est dans l'identification du bon taux. Nous, on considère le taux comme une donnée. En pratique, évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Et je dirais même que l'étape la plus difficile, quand on a à résoudre un problème en finance, c'est trouver les bons inputs. Une fois qu'on a les bons inputs, c'est très facile. Une fois qu'on a les bons ingrédients, c'est très facile. Parce qu'on connaît la recette, c'est très facile de faire quelque chose de correct. D'accord ? Mais là, cette étape d'identification des données, cette collecte de l'information, évidemment, à notre stade, on ne s'y intéresse pas. D'accord ? Et je vous donne ces informations, mais gardez en tête que c'est bien sûr le point le plus délicat. Donc voilà, quelques faits hein, et quelques chiffres. Et puis après, je vous ai dit donc des définitions qui correspondent à des taux qui sont cotés différemment. Par défaut, le taux d'intérêt s'exprime sur une base annuelle. Et ça, je pense que vous l'avez bien compris. Alors, je vais le dire de manière extrêmement simple. Et vous savez que, par exemple, quand vous achetez des tomates ou des fraises, ou des tomates ou des pommes de terre, je ne sais quoi, au marché, les prix sont exprimés en kilos. Et bien, de la même manière, ça vous paraît évident ce que je dis, mais c'est important, de la même manière, les taux d'intérêt sont exprimés sur une base annuelle. C'est pour un emprunt de 1 an. Si on emprunte pour des durées supérieures à 1 an, il faut tenir compte de la capitalisation des intérêts. D'accord ? Les intérêts portent même intérêt, mais ça, on l'a vu ensemble et vous l'avez bien compris. Mais si on emprunte pour des durées inférieures à 1 an, il faut tenir compte de la durée. Et on va tenir compte de cette durée au prorata du nombre de la période. Okay ? C'est ce qu'on va voir très explicitement maintenant. Je vous donne un exemple. Si vous avez un placement de 10% sur 1 an, vous savez bien qu'au terme de l'année, vous aurez à payer 10% au titre des intérêts. Si maintenant, ce taux de 10%, il reste constant, mais si maintenant, le placement est pour 6 mois, combien vous payez d'intérêt ? Eh bien, le calcul se fait au prorata de la période. 6 mois, c'est une demi-année, et donc vous allez payer à la moitié de 10 euros, 5 euros d'intérêt au terme des 6 mois. Okay ? Au fond, c'est assez logique. Là où il peut y avoir une petite ambiguïté, et je tire votre attention, vous verrez, c'est pas très compliqué, mais il y a une petite ambiguïté, c'est si maintenant je vous dis, imaginons un taux semestriel de 5%. Est-ce qu'il vaut mieux emprunter, prêter, hein, il y a toujours les deux côtés, hein, est-ce qu'il vaut mieux prêter à 5% semestriel ou à 10% sur 1 an ? Je me répète pour être clair. Est-ce qu'il vaut, en prenant un taux semestriel de 5%, et on veut un prêt sur 1 an, est-ce qu'il vaut mieux prêter à ce taux de 5% tous les 6 mois ou vaut mieux prêter à un taux de 10% sur l'année ? Comment ? Non, ce n'est pas équivalent, justement. C'est là où il y a un petit piège. Vous m'avez dit, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, c'est pas équivalent. Parce que 5% sur 2 fois 6 mois, ça fait 110,25. Parce que les intérêts portent intérêt. D'accord ?
Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière, tout à l'heure, il y a 2 minutes, j'ai calculé un taux proportionnel, et là et sur quoi je voulais insister, c'est sur l'idée que ce taux proportionnel n'est pas un taux équivalent. Donc, il faut bien avoir ces deux notions-là en tête, taux proportionnel et taux équivalent. Donc, reprenons. Les taux s'expriment en base annuelle. On parlera de taux annuel effectif, TAE, taux annuel effectif. Et lorsqu'on aura des placements pour des durées inférieures à 1 an, on utilisera le taux au prorata de la période. Et ce taux proportionnel n'est pas un taux équivalent, puisque ce taux proportionnel, il ne tient pas compte de la capitalisation des intérêts. J'ai dit, je ne suis pas sûr de vous avoir bien entendu, je viens de dire que le taux proportionnel n'était pas le taux équivalent. D'accord ? Si je veux calculer un taux équivalent, par exemple sur 6 mois, quel est le taux équivalent à un TAE de 10%? Je ne peux pas faire 10% divisé par 2. Il faut que je fasse 1 plus 10% racine carrée. Pourquoi racine carrée? Parce que c'est puissance 1 demi, comme je suis sur une demi-période. Donc puissance 1 demi moins 1. Le taux équivalent, si je prends un taux annuel de 5%, qui est l'exemple qui est dans les diapos, le taux équivalent sur 6 mois à un TAE de 5% sur 1 an, c'est 2,47%. Alors que le taux proportionnel, c'est 2,5. D'accord ? Un compte bancaire vers 6% d'intérêt. Quel est le taux d'intérêt mensuel équivalent? Eh bien, pour répondre à cette question, on ne calcule pas le taux proportionnel. On ne fait pas 6% divisé par 12. Le taux équivalent, c'est, je ne l'écris pas, je le dis de tête, c'est 1 plus 6% puissance 1 douzième moins 1. Taux équivalent, je le répète, c'est 1,06 puissance 1 douzième moins 1. Et donc à la réponse suivante, combien faut-il épargner chaque mois afin de disposer de 100 000 euros dans 10 ans? Qu'est-ce qui se passe? Ce type d'exercice-là, on l'a traité dans le cas, on l'a traité la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que c'est une annuité. C'est une annuité constante. On cherche le montant de l'annuité compte tenu donc du taux d'intérêt, 6%, en TAE, compte tenu de la durée, qui est de 10 ans, et du montant final, qui est de 100 000 euros. Donc, on a donc une séquence de flux, puisqu'on va épargner chaque mois, donc on a bien une séquence de flux. C'est bien le calcul des annuités, mais quelle est la difficulté par rapport à ce qu'on a pu faire la semaine dernière? La difficulté, elle est que, ici, il faut convertir en mois. Donc, le nombre de périodes, c'est pas 10. La durée, c'est 10 ans, mais le nombre de périodes, c'est 120. D'accord? Donc, dans la formule des annuités, il ne faut pas se tromper. Et puis, le taux d'intérêt qu'on va utiliser dans notre formule, c'est pas 6%, c'est le taux équivalent. D'accord? Dont j'ai donné la formule tout à l'heure. Ok. Donc faites bien toujours attention, lorsque vous avez un problème de mathématiques financières, à bien faire correspondre la durée qui est exprimée dans une unité avec le taux qui doit être exprimé
dans une unité qui correspond. Si vous avez des mois, il vous faut un taux mensuel. Si vous avez des années, il vous faut un taux annuel. Si vous avez des semestres, il vous faut un taux semestriel. Faites bien attention à ne pas mélanger, évidemment, les deux. Alors, on me demande de reprendre. Ce que j'explique ici, c'est que c'est dans cet exercice-là, qu'on a déjà traité par ailleurs, on a déjà traité quelque chose de similaire. Alors, votre question, c'est sur la différence entre le taux proportionnel et le taux équivalent. Je répète, et je vais peut-être dire un peu les choses autrement. Donc, le taux proportionnel, il se calcule au prorata. Donc, quand on passe d'un taux annuel à un taux semestriel, on divise par 2. Mais ça, ce n'est pas le taux équivalent, parce que on sait bien que si on veut un taux équivalent, il faut tenir compte des intérêts sur les intérêts. Donc, pour avoir le taux équivalent, il ne faut pas simplement prendre le taux annuel et le diviser par le nombre de périodes. Il faut prendre 1 plus le taux annuel, puissance 1 sur le nombre de périodes, moins 1. Donc, le calcul, il est légèrement plus compliqué. Et pourquoi il y a une différence entre les deux? C'est parce que dans un cas, on tient compte des intérêts sur les intérêts. Dans l'autre cas, enfin dans le premier cas, dans le cas du taux proportionnel, on ne tient pas compte des intérêts sur les intérêts, alors que dans le deuxième cas, on tient compte des intérêts sur les intérêts. Alors ça a un nom en finance. Dans le premier cas, donc quand on calcule des taux proportionnels, on dit que ce sont des intérêts simples. Et dans le second cas, lorsqu'on tient compte des intérêts sur les intérêts, on va parler d'intérêts composés. D'accord? Donc là encore, vous devez avoir... J'allais y venir, mais puisque vous posiez la question, vous devez distinguer intérêt simple, intérêt composé. En plus des taux d'intérêt annuels, proportionnels, équivalents. Okay? Tout ce vocabulaire-là, il faut pouvoir être à l'aise avec. Okay? Donc, ce que je vous disais, j'étais un petit peu en avance sur la diapo, mais ce que je vous disais, c'est ce qui figure maintenant sur la diapo. Donc, le taux proportionnel correspond à des intérêts simples, sans l'effet de la capitalisation. Et ce taux d'intérêt simple, les taux proportionnels, sont utilisés dans des problèmes de mathématiques financières, mais jamais comme facteur d'actualisation, parce que l'actualisation, elle doit tenir compte des intérêts sur les intérêts. Alors pourquoi on a ces taux simples? Comme son nom l'indique, parce que parfois ça simplifie les calculs. Donc dans les contrats, pour des durées inférieures à 1 an, la norme est que l'on applique des taux simples. Ok? Si je vous dis ça, vous voyez, c'est très pratique, mais si je vous dis ça, c'est quand même important, parce que lorsque vous faites de la gestion monétaire et que vous avez à gérer, par exemple, des bons du trésor, eh bien, les calculs se font à taux simple. Donc, et c'est évidemment, les bons du trésor, ça représente un montant important sur les marchés de capitaux. Donc, voilà, je ne peux pas. Oui. Donc, alors, vous me demandez quand est-ce qu'on utilise les intérêts simples, quand est-ce qu'on utilise les intérêts composés. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Par défaut, on utilise les intérêts composés. Par défaut. Sauf, donc, si on vous dit autrement. Et donc, sauf si on vous dit autrement, sauf donc si c'est spécifié dans un contrat. Si dans le contrat, on spécifie que c'est des intérêts simples, on utilise des intérêts simples. Voilà. La règle est très simple. Intérêt composé tout le temps, à moins que l'on nous dise le contraire. Ce qui veut dire qu'en pratique, mais ce n'est pas une règle absolue, mais en pratique, ça correspond plutôt à la distinction entre des prêts à plus d'1 an et des prêts à moins d'1 an. Au-delà d'1 an, c'est des intérêts composés, le plus souvent, enfin toujours. Et pour des durées inférieures à 1 an, c'est très très souvent des intérêts simples.
Mais c'est surtout une question de contrat. C'est ça, pour des durées inférieures à un an, on utilise le taux d'intérêt proportionnel. Parce que c'est spécifié dans le contrat. Et pourquoi? Je vous le disais, comme son indique, parce que c'est plus simple. Puis, encore une fois, tout ça est clairement défini dans les contrats, et de la même manière, dans les énoncés des exercices que je vous proposerai, tout ça sera clairement défini. On vous dira si c'est des taux simples ou des taux composés, si vous avez des taux annuels proportionnels ou si vous avez des taux annuels effectifs. Okay. Dans la littérature académique ou dans les ouvrages, dans les manuels, vous retrouvez aussi parfois la notion de taux période. Le taux période, c'est un taux proportionnel. C'est bien un taux proportionnel, c'est le taux dont je parlais tout à l'heure. Il se calcule au prorata. Vous prenez le taux annuel proportionnel, vous le divisez par le nombre de périodes et vous avez le taux période. Et la troisième équation que vous avez là maintenant sous les yeux, elle est simple, elle permet de passer du taux annuel effectif au taux période. Si vous avez un taux période, eh bien 1 plus le taux période puissance k, vous avez le taux annuel effectif. Et pour avoir le taux période, eh bien, on divise le taux annuel proportionnel par le nombre de périodes. C'est bon? On va voir un exercice tout à l'heure et je pense que vous aurez définitivement bien compris le point. Alors, avant ça, une petite remarque. Vous aurez peut-être noté, je suis sûr que certains d'entre vous ont noté que, à mesure qu'on augmente le nombre de périodes, enfin le nombre plutôt de sous-périodes, on garde la même période, on garde un an, mais à mesure qu'on augmente le nombre de sous-périodes, eh bien, on va augmenter le taux annuel effectif. Alors, prenons un taux annuel proportionnel de 6%. Taux annuel proportionnel de 6%. Si on a une fréquence de capitalisation de 1, c'est-à-dire si on a un intervalle de 1 an, si on capitalise une fois par an, à la fin de l'année, eh bien, le TAP de 6%, ça équivaut à un taux annuel effectif de 6%. C'est par construction. Si vous avez maintenant un intervalle de capitalisation qui est égal à un semestre, si vous capitalisez tous les semestres donc, eh bien, vous allez augmenter le taux annuel effectif. Encore plus si vous avez un intervalle trimestriel. Encore plus si vous avez un intervalle mensuel. Donc à mesure qu'on diminue la longueur des sous-périodes, on augmente le taux annuel effectif. Première observation. Deuxième observation, cette augmentation n'est pas linéaire. Lorsqu'on passe par exemple d'un taux annuel, lorsqu'on passe d'une fréquence annuelle à une fréquence semestrielle, eh bien le taux passe de 6 à 6,09. Mais lorsqu'on passe d'une fréquence semestrielle à une fréquence mensuelle, donc là, on multiplie par 6 la fréquence, alors qu'avant on l'avait multiplié par 2, eh bien on passe de 6,09 à 6,16. Donc vous voyez, l'augmentation, elle est toujours positive, on a toujours une augmentation, mais cette augmentation est de moins en moins forte. Au fond, ce que vous voyez ici, c'est que ça va converger vers une valeur limite. Si on capitalise en continu, eh bien, on a un taux limite. Et ce taux limite, c'est exponentiel de R. On ne va pas faire la démonstration, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais l'année prochaine, ce taux en continu, il sera beaucoup utilisé dans les modèles de choix de portefeuille et dans les modèles d'évaluation des actifs dérivés. Pourquoi? Parce que c'est plus simple
d'avoir un facteur d'actualisation qui s'exprime sous la forme d'une exponentielle. Donc, si vous voulez, le facteur d'actualisation, ce sera exponentielle de moins R. Hein. Exponentielle de moins R, c'est plus simple à manier mathématiquement que bien le 1 sur 1 plus R. Je vous l'évoque ici, on ne s'en servira pas tellement, mais vous aurez l'occasion de revenir dessus l'année prochaine. Ok. Je passe sur ce précédent exercice, je reviendrai peut-être si vous avez un problème, mais on va essayer de finir le chapitre aujourd'hui. On a vu les taux annuels effectifs, les taux proportionnels, les taux périodes, et puis d'autres peut-être. Maintenant, une dernière, pas une dernière, il y en aura encore d'autres, mais une notion supplémentaire, la notion de taux annuel effectif global. Taux annuel effectif global. Donc on a déjà vu le TAE, là c'est un petit peu différent. On va tenir compte, dans le calcul du taux annuel effectif global, de tous les frais annexes à caractère obligatoire. Je vous donne un peu l'intuition, mais on va voir tout de suite un exercice, vous allez bien comprendre. J'ai répété longuement que le taux d'intérêt était un prix. C'était un prix qui était fonction donc du montant emprunté et de la durée de l'emprunt. Mais il y a d'autres façons de faire payer ce service, cet emprunt. Il y a d'autres manières de le facturer. On peut par exemple mettre en place des frais fixes pour l'ouverture du dossier. Et on peut combiner ça avec d'autres frais, y compris des assurances obligatoires. Et bon. L'objectif du TAEG, c'est de résumer toute cette information dans le taux d'intérêt, de manière à faciliter la comparaison des offres de prêt quand vous avez différentes offres de prêt. Et voici un exemple que l'on va corriger ensemble. Je vais le corriger au tableau. D'accord ? Alors avant de corriger au tableau, je le lis avec vous. Donc vous avez une dépense de 3 000 € à réaliser. Et vous avez deux offres de financement. Soit le commerçant vous fait une offre de financement que vous acceptez, soit au contraire, vous allez faire un prêt à la consommation auprès de votre banque. Donc les deux offres sont les suivantes. La première, c'est un prêt sur un an à 9% taux annuel proportionnel, sachant qu'on va capitaliser les intérêts tous les mois. Les intérêts et le capital sont payés en fin de période et on doit des frais de dossier qui s'élèvent à 150 € aujourd'hui. Ça, c'est la première offre. La deuxième offre, un crédit à la consommation sur un an avec 12 mensualités de 265 €. La question, c'est quelle est la meilleure offre ? D'accord ? Qu'est-ce que vous faites pour répondre à cette question ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien ici, le plus simple pour répondre à la question, c'est donc de calculer ce fameux TEG dans les deux cas. On va calculer le TAEG dans les deux cas. D'accord ? On le fait ensemble ? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Alors, je vous propose de commencer par dresser l'échéancier dans chaque cas pour bien comprendre le problème, bien le visualiser.
Ça va aider à le comprendre. Donc, on a des mois. Je les écrans. On a 12 mois. D'accord? Dans le premier cas, on va recevoir 3 000 €. En contrepartie de quoi on va devoir payer. À quelle date on doit payer et rembourser notre prêt? À la fin, tout à la fin. Donc là, on va devoir rembourser notre prêt. Donc, on devra rembourser 3 000 € plus des intérêts. Je note grand I pour le moment. Hein, et on va calculer ces intérêts, justement. Ça, c'est la première option. D'accord. Et il manque un élément. On doit en plus payer des frais de dossier comptants, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc on a moins 150. Voilà pour la première option. Eh bien, on va calculer le TAEG de cette proposition. Okay, je l'appelle A. Et puis on a l'option B. L'option B, on reçoit 3 000 €. En contrepartie de quoi on doit payer 265 € chaque mois. Est-ce qu'on rembourse ces 3 000 € à la fin? Non. Non. C'est inclus dans nos mensualités. Donc il y a un échéancier là qui est très simple. Ok. Donc, voilà ce qu'on a. Alors on commence par le cas A. Il faut calculer le montant des intérêts. On a un taux d'intérêt qui est de 9% TAP. 9% TAP. Ça signifie quoi? Ça signifie que le taux qui nous intéresse, c'est 9% divisé par 12. Ah, on va calculer le taux période. Je vous rappelle qu'il y a capitalisation mensuelle des intérêts. Dans le contrat, on nous dit qu'il y a une capitalisation mensuelle. Même si on ne les paye pas tous les mois, les intérêts, la capitalisation, elle s'est faite tous les mois. Et donc, vous avez un taux mensuel, je l'appelle le petit m, d'accord? Un taux mensuel qui est égal à 9% divisé par 12. Ok. Donc le montant payé, la somme finale qu'on va payer à la fin, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à, donc à A, ça va être égal, je fais une petite flèche, on va payer 3 000 que multiplie, donc le montant initial, que multiplie 1 plus 9% divisé par 12, puissance, c'est sur un an donc 12, parce qu'on doit convertir, on a ici un taux en mois, on a eh bien, un nombre de périodes en mois, puissance 12. Voici le montant que vous devez finalement payer. Est-ce que vous pouvez faire le calcul? Je vous demande rapidement là, de me faire le calcul. Répétez votre question plus fort. Alors, vous me demandez si pourquoi je n'ai pas utilisé les intérêts composés. Le taux qui est dans le contrat, c'est un taux annuel proportionnel de 9%. Et par définition, ce taux, il correspond à un taux mensuel calculé au prorata. C'est la définition même d'un taux annuel proportionnel. On calcule le taux période au prorata de la durée du prêt, donc on divise ici par 12. Alors, au prorata, on va tenir compte de la capitalisation qui est ici mensuelle. Monsieur? Oui. Quand est-ce qu'on tiendra compte du moins 150 € des frais? Maintenant. Vous me demandez quand est-ce qu'on va tenir compte des 150 €? Maintenant, précisément. Mais j'attends que vous me donniez le résultat numérique. 3281. 3281.
3281,42 euros. Une fois qu'on a ce montant, on peut calculer très facilement le TAEG. Le TAEG, c'est le taux qui va tenir compte de tout ce qu'on doit payer. Et ce TAEG se calcule comme la rentabilité sur un an. Donc 3281 sur 3000 moins 1. Ça vous donne un taux de 9,36. Donc ça vous donne combien? 9,36. On le garde en tête. 9,36. J'ai juste oublié de tenir compte des frais de dossier. C'est pas très grave. C'est utile quand même. 9,36. Pourquoi 9,36 et pas 9? Le 0,36 en plus, c'est lié à la capitalisation mensuelle. D'accord. Je reprends. Ici, ce qu'on a calculé, ça va nous servir pour interpréter le résultat. C'est pas bien grave. C'est pas le résultat final. C'est une étape. Ici, ce qu'on calcule, c'est le taux annuel effectif. Et vous me dites que c'est 9,37. Ok, 9,37. Et ce taux annuel effectif, contrairement au TAP, il tient compte de la capitalisation mensuelle des intérêts. Et puis maintenant, on va calculer le TAEG. Et là, c'est 3281 sur 3000, moins les frais de dossier, moins ça. Et ça vous donne 15,13. Merci. Donc maintenant, on peut commenter un petit peu. Et vous allez, j'espère, comprendre la logique. Au-delà de la logique mathématique, il y a une logique commerciale dans les mathématiques financières. La banque, elle propose des prêts. Et la banque va chercher à communiquer sur le taux le plus faible possible. Maintenant que j'ai dit ça, vous comprenez pourquoi elle communique sur des TAP. C'est bien plus avantageux pour la banque de communiquer sur des TAP. Vaut mieux communiquer sur un taux de 9% avec capitalisation mensuelle, plutôt que de communiquer sur un taux de 9,37 avec capitalisation annuelle. Pourtant, c'est équivalent, mathématiquement parlant. Mais c'est une façon de présenter des taux plus faibles. C'est la raison pour laquelle les contrats bancaires sont élaborés ainsi, pas que les contrats bancaires, les contrats de prêt, très souvent, sont présentés ainsi. Historiquement, traditionnellement. Okay. Vous voyez bien la différence. 9% avec capitalisation mensuelle, ça correspond à 9,37 si on a une capitalisation annuelle. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a des frais de dossier. Si on incorporait ces frais de dossier-là, on aurait un taux annuel effectif global, donc de 15,13%. Ou pour le dire autrement, il est équivalent de proposer un placement à un taux annuel de 15,13% sans frais de dossier. Et bien ça, c'est équivalent à un taux TAP de 9% avec capitalisation mensuelle et 150 € de frais de dossier en début de période. Quand j'ai fait la présentation tout à l'heure, ça pouvait être ambigu pour certains d'entre vous, ou alors pas forcément très intuitif. Et au fond, c'est assez normal que ces histoires de taux période, de taux annuel proportionnel ne soient pas forcément très intuitifs. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas à une logique mathématique, ça répond à une logique vraiment commerciale de la part des banques. Mais il faut que vous ayez conscience de cela, pour que vous maîtrisiez ces différents calculs. Pour être tout
tout à fait complet. Aujourd'hui, la législation en France impose à tous ceux qui proposent des prêts de communiquer le TAEG. Traditionnellement, elles communiquaient le TAP. Aujourd'hui, elles ont l'obligation de mentionner le TAEG. Alors c'est progressif, hein, ça fait à peu près 25 ans que la législation qui visait à protéger les consommateurs de du surendettement a imposé donc la communication du TAEG. Alors il y a 20 ans, je peux vous retrouver des publicités, il faudrait que je vous montre ça, mais il y a 20 ans, ils communiquaient sur le TAP et vous aviez une petite astérix, un petit astérix, et en tout petit, vous savez, vous aviez le TAEG. Donc le vrai coût de l'emprunt. Aujourd'hui, maintenant que ça se diffuse de plus en plus, elles communiquent directement sur le TAEG. Ce qui est mieux. Ce qui est mieux, ce qui permet de comparer donc, les différentes propositions. D'accord ? Juste parce que c'est bien d'avoir un ordre de grandeur et peut-être que ça vous permettra de bien comprendre cette idée générale sur laquelle on transforme un prix en taux d'intérêt. Les 150 euros de frais de dossier, le 15,13%, il est très éloigné du... Excusez-moi, je reprends. Le 15,13 est très éloigné du 9%. C'est assez incroyable de se dire qu'on est passé de 9 à 15. Mais si on regarde 30 secondes d'énoncé, eh bien ce 15%, on peut en avoir une idée approximative très rapidement. Pourquoi ? 150 euros, ça représente combien de 3 000 euros ? C'est facile. C'est 5%. Donc on paie sur un an 5% du montant. Alors certes, c'est un frais fixe, mais pour un montant de 3 000 euros, les frais de dossier sont fixes, qu'on en prête 1 000, 2 000, 3 000 ou 5 000 euros. Mais ici, pour 3 000 euros, ça représente 5% du montant. Donc d'emblée, on pouvait rajouter au 9% 5%. Au titre, quasiment, au titre donc des frais de dossier. Okay, donc on était déjà dans un ordre de grandeur autour de 14%. Alors pourquoi c'est pas tout à fait 14 ? Première raison, mais ça on l'a déjà dit, les intérêts sont sur intérêt, les intérêts sur les intérêts ne sont pas pris en compte dans le petit calcul qu'on a fait rapidement. Et puis il y a autre chose, il y a que les frais de dossier sont payés en début de période. Or, si ça avait été un taux d'intérêt, ils auraient été payés en fin de période, ce qui change un peu la donne. Donc quand je vous dis 14, c'est très approximatif, ça ne tient pas compte de ces petits éléments-là. 150 euros payés aujourd'hui, c'est bien 5% de 3 000 euros, mais c'est pas 5%. Mais c'est pas 5% de 3 000 euros remboursés dans un an. C'est un peu moins que ça. Okay, donc voilà, faut tenir compte bien sûr de la valeur. Encore une fois. Mais vous voyez que rapidement, on est tout autour de 14-15. Ok. Bon, on a résolu ici que la moitié du problème. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ? Si ces 150 sont payés à la fin de la période, comment on va calculer le TAEG ? Eh bien, imaginons, votre question c'est si les 150 euros avaient été payés en fin de période, le TAEG, on l'aurait calculé en rapportant 3 281 plus 150 sur 3 000. Le calcul de la rentabilité ici, c'est valeur finale sur valeur initiale moins 1. Valeur finale sur valeur initiale moins 1. C'est très simple. Donc si les 150 euros ils sont payés en fin de période, eh bien, ils sont pris en compte dans la valeur finale. L'exercice là il vous semble un tout petit peu compliqué. J'aurais pu faire plus compliqué. J'aurais pu considérer un prêt sur une durée supérieure à 1 an. Enfin, ou inférieure à 1 an, mais en tout cas pas exactement égale à 1 an. Et dans ce cas-là, la rentabilité, elle aurait été calculée sur, je sais pas moi, 10 mois, 15 mois, 18 mois, qu'importe. Et il aurait fallu ensuite la convertir sous une base annuelle pour obtenir le TAEG. Là, on l'a directement sous forme de TAEG. Parce que c'est sur 1 an. C'est bon ?
Je passe au cas B. Donc dans le deuxième cas, le cas B, hein, je ne vais pas effacer, je vais l'écrire ici. Dans le cas B, comment on fait pour avoir le taux d'intérêt? Parce que pour le moment, on ne sait pas quoi choisir entre A et B. Eh bien, on a une annuité constante de 12 termes. Alors allons-y. Vous connaissez la formule des annuités constantes. On sait que la valeur actuelle, donc les 3 000 €, c'est bien la valeur actuelle, ça va être égal à 265 divisé par petit r, facteur de 1 moins 1 sur 1 plus r, puissance 12. Et bien à partir de cette équation, on détermine petit r. Attention, ce taux, il sera sur quelle base? Est-ce que c'est un taux semestriel, mensuel, annuel? C'est un taux ici mensuel. Donc pour le comparer à celui-ci, il faut bien faire une petite opération. Et donc ça c'est le TAEG de A, on va dire. Si on veut le TAEG. Alors le G ici, comme il n'y a pas de frais, le G il n'est pas indispensable, hein, c'est un TAE. Le TAE et le TAEG ici c'est pareil parce qu'il n'y a pas de frais. Et donc le TAEG, ça va être 1 plus R puissance 12 moins. D'accord, vous faites le calcul chez vous. Vous me direz. De tête, si je me souviens bien de l'exercice, de tête, c'est l'option B qui est préférable. On compare ensuite les taux d'intérêt et comme on emprunte, on va retenir le taux d'intérêt le moins élevé. Okay. Oui. Sur le cas B, si on a choisi une mensualité, qu'après on fait la différence entre les formules de début et les formules de la fin. Ce que vous me dites, c'est dans le cas B, on pourrait additionner toutes les mensualités. C'est une erreur, c'est une grossière erreur, puisque je vous ai dit, il y a une règle absolue, c'est qu'on ne peut pas ajouter ou soustraire des flux qui ne sont pas enregistrés à la même date. Cette formule ici, elle résulte... Alors, il y a une addition dans cette formule-là. C'est une somme, ça. C'est une somme, alors. C'est une somme qui s'écrit 265 sur 1 plus R, plus 265 sur 1 plus R carré, plus 200... Donc, il y a bien cette idée de somme, mais c'est une somme sur des valeurs actuelles. D'accord? C'est pas une somme de tous les termes en nominal. C'est la somme des valeurs actuelles. Et comme c'est une somme avec un terme constant, je le rappelle, on l'a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, c'est la somme d'une suite géométrique. Et donc, on a, tiens, cette formule simplificatrice. C'est vrai que si vous êtes, c'est pas votre cas d'ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'un étudiant qui viendrait sans avoir vu le cours ne comprendrait pas du tout cette formule. D'accord ? Si je me permets d'utiliser directement cette formule, c'est parce qu'on l'a déjà démontré par ailleurs. C'est vrai que celle-ci, comme ça, elle n'a rien d'intuitif, absolument rien d'intuitif. Ok. Je continue. Oui. C'est ça, la conclusion après elle est évidente, hein, ici. Vous avez 2 offres de prêt, vous prenez l'offre de prêt pour laquelle le TAEG est le plus faible. Autre difficulté qui est importante en pratique et qui porte sur le moment où les intérêts sont calculés. Et ce problème-là, il existe essentiellement donc pour des maturités inférieures à 1 an, pour des maturités courtes. Jusqu'à présent, les intérêts, on les payait toujours en fin de période.
on peut très bien considérer aussi un paiement d'intérêt en début de période. C'est spécifié dans le contrat. Et donc, il y a un vocabulaire que vous devez connaître. On va parler de taux d'intérêt post-compté ou terme échu. Ça, c'est le cas standard. C'est quand c'est payé en fin de période. Mais quand c'est payé en début de période, on parlera d'intérêt précompté ou terme à échoir. C'est plutôt le terme précompté. Donc, je répète, c'est quand c'est payé en début de période. Alors, évidemment, en tant qu'emprunteur, vous préférez, toutes choses égales par ailleurs, pour un même taux d'intérêt, vous préférez qu'il soit post-compté ou pré-compté lorsque vous êtes emprunteur. Post-compté. Et l'inverse quand vous êtes prêteur, pré-compté. C'est assez intuitif et vous l'avez bien vu. De fait, un taux d'intérêt post-compté de 4% n'est pas équivalent à un taux d'intérêt pré-compté de 4%. Il y aura une différence entre les deux. Et nous, bien, on va voir justement comment calculer des taux équivalents. Donc ici, je vous représente les intérêts post-comptés et pré-comptés. Je l'ai dit, je pense que le graphique là illustre bien les choses, mais ce qui est important, c'est l'exercice. Donc, vous avez deux prêts, vous avez besoin de 2 000 euros, et vous avez le choix entre deux prêts. Pour simplifier, il n'y a pas de capitalisation intermédiaire, donc on n'a pas à s'embêter. Ce sont des prêts sur un an, donc vraiment le cas le plus simple. 4% précompté ou 4,1 post-compté. Quel est le meilleur? Quelle est la meilleure offre? On prend un peu le temps aujourd'hui de faire quelques exercices. Je vais faire celui-ci. Mais je ne les ferai pas tous. Donc, dans un cas, on reçoit 2 000 euros, d'accord, et on doit payer 4% d'intérêt, vous êtes d'accord? Aujourd'hui, donc on ne reçoit pas 2 000 euros en fait. En net, on reçoit 2 000 euros moins 4% de 2 000 euros, ça fait 80, merci. À terme, on remboursera 2 000 euros. Ok. Eh bien, calculez-moi le taux post-compté équivalent à ce taux précompté de 4%. Eh bien, c'est simple. Vous faites la rentabilité sur l'année. Comme on a pris un cas extrêmement facile, c'est quasi immédiat. 1920 moins 1, ça me donne combien? Combien? 4,17. Donc quel est le meilleur taux? Quelle est la meilleure offre? La seconde, puisque vous devez emprunter et on vous propose un taux intérêt post-compté de 4,1. Il y a 4,1 post-compté, c'est préférable à 4% précompté. Puisque 4% précompté, on a bien vu, c'était équivalent à 4,17% post-compté. Ok? Voilà. Je vais vite sur cet exercice qui était très simple. Donc je rappelle, on a vu les taux annuels effectifs, les taux périodes, les taux proportionnels, les taux post-comptés, les taux précomptés, les TAEG. Bon, et il y a encore d'autres éléments à considérer. Il faut pouvoir bien sûr distinguer les taux d'intérêt bruts et les taux d'intérêt nets. Et qu'est-ce que j'entends par net? C'est net d'impôt. Les taux qui vous sont proposés sont des taux bruts. Mais normalement, les revenus d'intérêt sont soumis à l'impôt sur le revenu. C'est tout à fait normal. Vous payez des impôts sur vos revenus, sur vos salaires.
sur les revenus du travail, on paie aussi des impôts sur les revenus du capital. Et donc les revenus d'intérêt sont soumis aux impôts. Alors, il y a des niches fiscales, il y a plein de... la fiscalité du capital n'est pas évidente, on ne va pas faire un cours de fiscalité ici, mais quand vous comparez les offres de placement, vous devez tenir compte donc des impôts. Typiquement, je vous l'ai présenté tout à l'heure et c'était volontaire, je vous ai proposé deux types de placements, le livret A qui est défiscalisé. C'est une subvention de l'État de fait. L'État ne prélèvera pas d'impôt sur les intérêts que vous touchez via le livret A. C'est pour encourager l'épargne des ménages modestes. D'accord ? Donc le taux brut et le taux net là coïncident évidemment. Mais le livret Before Bank, lui, n'est pas défiscalisé. Vous touchez des intérêts, 5% d'intérêts. Vous devez payer des impôts sur ces intérêts. Donc si vous êtes imposé, par exemple, je prends cet exemple-là, à un taux marginal de 30%, eh bien le taux net, c'est pas 5%, c'est 5% fois 0,7 pour un taux d'imposition, encore une fois, de 30%. Ok. Le taux net, c'est le taux brut fois 1 moins le taux d'imposition. Dans certains exercices, peut-être qu'effectivement, j'ajouterai cette difficulté-là supplémentaire. Bon, je le fais rarement. Parce qu'il n'y a pas un intérêt évident à le faire. Mais il faut que vous ayez conscience donc, que la fiscalité, bien sûr, va jouer un rôle dans les choix de placement. On abordera l'impact de la fiscalité dans les décisions financières l'année prochaine dans le cours de finance d'entreprise. Mais c'est le même ouvrage, vous regardez, je crois que c'est le chapitre 16 ou 17. Là, on est au chapitre 5, chapitre 16 ou 17. Et c'est un point majeur de la littérature académique en économie financière. On verra les stratégies financières et l'impact de la fiscalité. Ça vous dit quelque chose si je vous parle du théorème de Modigliani-Miller, ce genre de choses? Bon. Dans la lignée de ces travaux, qui ont valu à leurs auteurs le prix Nobel, on abordera cette question de la fiscalité. Ça pour vous dire, voilà. Je le passe sous silence, je le mentionne juste, et ensuite je le passe sous silence. Donc je ne traiterai pas cet exercice. C'est typiquement un exercice là que j'ai adapté, traduit. Je n'ai pas changé l'exercice par rapport au cas américain où il y a des incitations fiscales sur les home equity loans. Et donc voilà. J'ai laissé l'exercice, on ne le traitera pas ensemble, parce qu'il faut qu'on finisse, mais j'ai laissé cet exercice, je vous demande de regarder quand même, parce que dans le cadre de la crise des subprimes, évidemment, les prêts immobiliers ont joué un rôle important et les incitations fiscales pour l'accession à la propriété donc, sont un point aussi de la discussion qu'on a quand on parle de la crise des subprimes. Voilà. Cette parenthèse, juste pour insister sur le fait que ces aspects techniques, institutionnels, on a besoin de les connaître si on veut comprendre des choses, voilà, les crises financières notamment. Des choses bien réelles. Ok. La première partie, c'était sur du calcul de taux. J'avais prévu d'y consacrer une heure, c'est à peu près le cas. La deuxième partie, assez facile, sur les modalités de remboursement des emprunts. Une partie assez différente sur les modalités de remboursement des emprunts. On y va? Alors, il y a plusieurs façons de rembourser un emprunt. Jusqu'à présent, nous, on a considéré deux possibilités. On a considéré les annuités constantes et les annuités croissantes. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela. Il y a plusieurs alternatives. La plus courante, enfin la plus intuitive en tout cas, parce que ce n'est pas vraiment la plus courante, mais la plus intuitive, ce sont les annuités constantes. Je vous donne un exemple ici. Un emprunt de 30 000 €, au taux annuel proportionnel de 6,75% pendant 60 mois. On veut connaître le montant
de la mensualité. Souvenez-vous, hein, j'ai souvent insisté, hein, je disais que annuité, ça ne correspondait pas forcément à des années. C'est un terme générique. Et ici, puisque le prêt est sur 60 mois, en fait, on a des mensualités. Donc, pour calculer la mensualité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise la formule des annuités constantes, on résout cette formule. Généralement, à la formule des annuités constantes, on a le montant P en fonction du reste. Là, ce qui nous intéresse, c'est le montant F, le montant du flux. On a une séquence de flux, on veut le montant du flux. Et donc, ça correspond à P sur 1 sur R, facteur de 1 moins 1 sur 1 plus R puissance N. Ça, c'est la formule qu'on a utilisée tout à l'heure et qu'on a utilisée, qu'on a démontrée à plusieurs reprises dans les cours précédents. Cette formule-là, rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que vous devez faire attention. Ici, R, c'est pas 6,75, c'est le taux mensuel. Donc, comment on a obtenu ce taux mensuel? On a fait 1 plus 6,75% puissance en 12e moins 1. D'accord? Donc, on a ce taux, donc 0,5625. Donc, faites attention à utiliser bien le bon taux. Et puis, faites attention également, le nombre de périodes, c'est pas... c'est 60 mois. 60 mois, c'est 5 ans. C'est pas 5 qu'on retient ici, c'est bien sûr le nombre de mois. Ce qui correspond à des mensualités de 590,5 €. D'accord? Pas de difficulté particulière? Bon, le 5-6, vous le faites chez vous, ça pose pas tellement de difficultés. Le 5-7. Donc là, on n'a pas des annuités constantes, on a un remboursement par fraction constante du capital. Et ça, on va le faire ensemble. Donc, notez les... Je vais le faire au tableau avec vous. Notez les données clés. Donc, on a un prêt de 1 million d'euros à 8% TAP, remboursable en 5 versements annuels. Ça se fait par amortissement constant. Et donc, on veut construire un tableau d'amortissement. Donc là, c'est même pas de l'économie financière, là, c'est vraiment de la gestion financière. Mais bon, voilà, pendant qu'on y est, autant voir ces aspects de gestion financière aussi. Donc, le tableau d'amortissement, on va en faire plusieurs. Hein. Celui-ci est très simple. Le tableau d'amortissement, il sert à rendre compte de chaque flux à chaque période. Et les flux, on va distinguer leur nature. Est-ce que c'est du remboursement capital ou est-ce que c'est un paiement d'intérêt? D'accord? Alors, le tableau, on le construit ainsi. D'abord, on a une première colonne avec les années, les périodes. Alors ici, j'ai pris des années, comme ça j'ai un peu moins de lignes. On a 1 million d'euros sur 5 ans. Donc on a 5 lignes. C'est la première colonne avec les périodes. La deuxième colonne, c'est le capital en début de période. Capital en début de période. Et puis, on va aussi enregistrer les intérêts. D'accord? Le remboursement en capital. À chaque période, combien on rembourse du capital initial? Combien on paie d'intérêt? Combien on rembourse du capital initial? Une autre colonne qui va être utile, c'est le montant du flux total. Intérêt plus remboursement.
enfin le capital en fin de période. C'est ce qu'on appelle aussi le capital restant dû. Non, capital fin de période, excusez-moi. Capital fin de période, le capital restant dû, on peut le calculer en début de période ou en fin de période. Hein. Ça aussi, hein, c'est du capital restant dû. Okay. Capital restant dû en début ou en fin de période. Mais c'est bien d'avoir les deux. Cette dernière colonne n'est pas indispensable. Mais, ça vous va? J'éteins si vous voulez le. Si j'éteins, vous voyez mieux. On voit un peu mieux ou pas? Alors on y va. L'objectif c'est de remplir ce tableau. Et pour remplir ce tableau, bien sûr on va utiliser les données qui nous sont fournies dans l'énoncé. Une petite indication, un petit indice. Ce tableau, on ne va pas le résoudre forcément en partant d'ici pour aller de gauche à droite et de haut en bas. Non, ça ne marche pas toujours comme ça la résolution de ce type de tableau. Okay. Et bon, pour aider les étudiants, je leur fais souvent la comparaison suivante. Hein. Ces tableaux d'amortissement, ça se résout un peu comme des sudoku. Des fois, la clé du sudoku, elle est en bas à droite. Il ne faut pas forcément la chercher en haut à gauche. J'aimerais bien que vous ayez cette idée en tête parce que souvent, vous restez bloqué. Vous n'imaginez pas des solutions qui peuvent être... qui peuvent permettre de trouver la clé ailleurs, par ici par exemple. Enfin, voilà, je le montre visuellement, mais je pense que vous avez compris l'idée. Hein. C'est que ce tableau-là, il ne se résout pas de manière linéaire, simplement. Hein. Il faut voir le tableau comme un tout. Hein. C'est un peu la même idée que pour un sudoku. Ok? Donc allons-y. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Capital initial, hein. 1 million, c'est où? Eh bien, on va l'écrire si le capital en début de période, c'est 1 million. Voilà ce qu'on doit rembourser en début de période, c'est 1 million. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on peut remplir? Le montant des intérêts, oui, c'est 8%. 8% du capital restant dû. Donc 8% de 1 million, c'est 80 000. Donc là, ça marche. Hein. Pour le moment, ça se résout dans l'ordre, mais c'est un hasard. Le remboursement, c'est par amortissement constant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce capital, on va le rembourser par fraction égale sur une période de 5 ans. Donc, on va rembourser 200 000 chaque année. D'accord? Eh bien, sachant cette information-là, on peut remplir toute une colonne. D'accord? 200, 200, 200, 200. D'ailleurs, ce qui nous permet de connaître le capital en fin de période. Le capital en fin de période, ça va décroître de 200 à chaque fois. Un tableau d'amortissement, ça se finit toujours par 0 en bas à gauche. En bas à droite, si vous voulez, en bas à gauche. Par définition, le capital restant dû à la fin, il doit être nul. Sinon, c'est qu'on s'est trompé. Ok. Le montant de l'amortissement, le montant de l'annuité, excusez-moi. Le remboursement, on l'appelle parfois l'amortissement, excusez-moi. D'accord. Le remboursement capital, c'est l'amortissement. Le montant de l'annuité, c'est combien? C'est la somme des deux, donc 280. Le capital en début de période, l'année 2, c'est combien? C'est 800. D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Imaginons, pour qu'on soit bien clair, imaginons que l'on fasse faillite au début de la deuxième année. Combien il reste à rembourser? Ça sert à ça le capital restant dû.
on a encore à rembourser 800 000. Alors même qu'on a payé 280 000. Parce que sur les 280 000, il y a eu 200 000 de remboursement et 80 000 au titre du prêt que l'on a réalisé sur une période de 1 an. Donc, évidemment, on doit rembourser 800, pas 720, si quelqu'un a pensé à 720, c'est une grosse erreur, on paye 800. Donc le montant des intérêts la deuxième année, c'est combien? Oui, 8% de 800. 64, mais vous n'auriez pas dû sortir votre calculatrice, parce que 8 x 8, ça se fait de tête, hein, d'accord? Donc c'est 64. Ok, bon, bah là maintenant on peut aller plus vite, hein, 64, 8 x 6. Merci, 48. 8 x 4. 32. D'accord? Donc la nuitée, elle sera de 264 000, 248 000, 232 000, 216 000. On remarque donc que dans le cas d'un prêt avec amortissement constant, eh bien dans ce cas-là, le montant des annuités est décroissant. C'est logique, hein? Par amortissement constant, ça veut dire que le montant du capital décroît d'année en année, et le montant des intérêts, les intérêts portent sur le capital restant dû qui décroît, et donc les intérêts eux-mêmes décroissent, ce qui signifie que l'annuité totale, elle décroît. Ok? C'est bon pour vous? Je ne vais pas allumer le vidéoprojecteur, d'accord? Parce que je continue au tableau. Mais vous retrouvez, donc il y a une ou deux diapos que je ne projette pas, parce que ça me permet de continuer au tableau. Deuxième possibilité. Donc là, on avait un remboursement par fraction constante du capital. Deuxième possibilité, remboursement du capital in fine. Donc on paie des intérêts chaque année, mais on rembourse le capital in fine. L'échéancier va avoir une toute autre allure. Je le fais avec vous? Alors, vous me demandez s'il y a de la TVA. Alors, il y a de la TVA sur des intérêts, qu'importe. Ce n'est pas du tout un point qu'on considère ici, d'accord? Comment on enregistre comptablement ces opérations? Vous faites ça en comptable, d'accord? Moi, j'avoue que ça fait bien longtemps que je m'avais fait comptable, donc je ne me lancerai pas dans cette discussion. C'est pas. En revanche, je suis très content que vous fassiez les liens entre les cours. Okay. Mais voilà, on ne peut pas. On n'aborde pas ce point. Je reviens à mon échéancier dans le cadre d'un remboursement du capital in fine. Donc, je n'ai pas de trait de couleur. J'aurais pu le faire en couleur, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais effacer en même temps au tableau et je vais remplacer, je vais modifier mon tableau sans tout réécrire, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui seront identiques. Enfin, quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc, je rembourse in fine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon remboursement là, il n'est pas de 200 000 chaque année, il est de combien? Il est de 0. Sauf la dernière année où il sera de 1 million. Ce qui fait qu'évidemment, le capital en fin de période, il est de 1 million les 4 premières années. Il ne change pas puisqu'on ne rembourse jamais le capital avant la fin. Et donc, le montant des intérêts, il va être de combien? Donc là, c'est 1 million. C'est toujours 1 million. Donc, le montant des intérêts sera de combien? Il sera de 80 000 chaque année. On va payer la même somme au titre des intérêts.
Ok? Et donc, on aura une annuité qui sera égale, elle aussi, à 80, sauf la dernière année où elle sera égale à 1080. 1080 milliers. Donc 1 million 80 000. Ok? Voilà l'échéancier. Et pour le coup, il est facile à écrire, hein, celui-là, parce qu'on est dans le cas d'un remboursement du capital in fine. C'est évidemment très simple, hein. Mais pourquoi on le fait? Pour justement voir ces différentes logiques de remboursement. Pas commenter, c'est très simple. Peut-être si une petite remarque. C'est bon? Je continue? Je me dépêche un peu. Maintenant, troisième cas de figure. Remboursement du capital in fine et paiement des intérêts in fine. Alors, on ne va pas faire un tableau là. Imaginons, je répète, capital remboursé in fine et paiement des intérêts in fine. Ça veut dire que là, vous avez 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Là, vous avez 0 tout le temps. Là, vous avez 0. L'annuité est nulle, sauf à la fin. La dernière année, on va payer combien? Eh bien, on va payer 1 million fois 1 plus 8% puissance 5. 1 million fois 1 plus 8% puissance 5. Bah, ça correspond à un remboursement et à un paiement des intérêts in fine. On ne fait pas le tableau, hein, vous visualisez bien ça. Alors, ce type de remboursement, hein, soit par fraction constante du capital, soit par remboursement in fine, c'est des remboursements qu'on trouve dans des opérations de prêt et d'emprunt, des opérations de prêt par les entreprises, les grandes entreprises, les PME. Pour les ménages, on n'a pas ces modalités-là. On a des modalités différentes dans le cas des ménages, parce que dans le cas des ménages, il est préférable de lisser le montant des annuités, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Hein. Donc dans le cas des ménages, on va faire ce qu'on appelle des remboursements par annuité constants. Répétez. Oui. On aura juste 1 million 80 000 à rembourser le remboursement total. Alors, soyez bien, vous me dites on aura 1 million 80 000 à rembourser. Je vous corrige un petit peu, c'est 1 million 80 000 à payer. Et sur ce paiement, il y a 1 million à rembourser et 80 000 au titre des intérêts. D'accord? C'était votre question? Attendez. Je fais un va-et-vient sur les diapos parce que là, je voulais donc, je vous ai dit, hein, montrer le cas d'un remboursement par annuité constante. Monsieur, si on paye uniquement 80 000, on paye les intérêts sur une année, mais pas sur 5 ans. On fera 1 plus 1 plus 5. Alors attendez, excusez-moi. Parce que là, moi j'en étais aux annuités constantes. Mais là, on revient en arrière si vous voulez. Donc, on prend cet exercice. On a payé 1 million 80 000. Vous me dites, c'est des intérêts sur un an. Oui, parce que les intérêts sur la première année, ils ont déjà été payés. Les intérêts sur la deuxième année, ils ont été payés. Chaque année, on a payé 80 000 euros d'intérêt. Donc, il est normal, la cinquième année, de payer 80 000 euros d'intérêt uniquement au titre de la cinquième année. Donc, dans le troisième cas, on ne paye pas 1 million 80, on paye 1 million fois 1 plus 8% puissance 5. Alors, faites le calcul de tête, je ne peux pas vous le donner. Et ça vous donne une somme qui est largement supérieure à 1 million 80. D'accord? Et dans cette somme, vous avez le montant du principal à rembourser, les intérêts sur le principal, donc 80 000 euros fois 5, plus les intérêts sur les intérêts.
moi, j'étais en train de chercher un exemple d'emprunt avec des mensualités constantes. Je pensais que j'en avais un, mais... Ok, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire ensemble, et ceux qui ont leur ordinateur, vous allez le faire avec moi. On va le faire sous Excel, ce sera tout intéressant. Ah, c'est d'accord. Donc je passe sous Excel. Ah mince, il faut que je rallume. Alors ceux qui ont leur ordinateur, on va le faire ensemble, hein, vous le faites avec moi. Et donc on va construire un échéancier. Alors, c'est ce que font les banques lorsque vous sollicitez un prêt. Hein. Bien sûr, ce que nous, on va ici programmer, enfin c'est un grand mot programmer, hein, on va faire un petit tableur Excel. Hein, la banque, tout ça est pré-programmé par le conseil clientèle, mais c'est important pour vous de comprendre justement comment c'est construit. Vous voyez bien, donc mon fichier Excel, je vais mettre un petit peu plus gros. Voilà. Donc on va prendre un taux d'intérêt de 4%. Vous savez, les taux aujourd'hui sont très très faibles, hein, ils sont bien inférieurs à 4%. Mais voilà, si nous on veut s'y retrouver, c'est mieux d'avoir des taux un peu plus élevés. 4% d'intérêt, on va prendre, vous savez, les emprunts immobiliers, c'est sur combien de temps? Généralement, la moyenne? 30 ans. Non, 30 ans, c'est vraiment le maximum, hein, et c'est assez rare. C'est sur 20 ans, hein, le plus courant, c'est sur 20 ans, et de plus en plus sur 25 ans. D'accord? Nous, on va prendre 20 ans. Et le prix d'un 2-3 pièces à Paris, on va dire que c'est 500 000 euros. Eh ouais. Bon, c'est un beau 3 pièces. Okay. Un beau 3 pièces à Paris. Et donc, je vais avoir des périodes. Période 1. OK? Donc, je vais mettre les périodes. Je vais mettre capital restant dû. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on allait mettre le montant des intérêts, on allait mettre le remboursement en capital, on allait aussi considérer la mensualité, et puis capital en fin de période. Période 1, période 2, et ainsi de suite. Alors, comment je vais faire? Période 1 plus 1, voilà. OK? Et je vais mettre en rouge les données. Comme ça, on va bien distinguer les deux. Donc, le taux d'intérêt, la durée, le montant emprunté. Le capital restant dû la première année, on sait que c'est 500 000. Est-ce qu'on peut calculer le montant des intérêts? Est-ce qu'on peut calculer le montant des intérêts? Oui. Et comment on va faire? On fait quoi? Donc c'est... Je vous écoute. Ce que j'entends là, je ne le reprends pas parce que c'est pas correct. Donc c'est le montant du capital restant dû que multiplie
Tu multiplies 4%? Non. Tu multiplies 4% divisé par 12. Les taux qui sont offerts par la banque sont des taux annuels proportionnels. Et donc, moi, je veux le taux pour un mois. La première période, c'est un mois. Donc, c'est 4% divisé par 12. OK. Le montant du remboursement, on le connaît? Non. Alors, comment on fait? Eh bien, pour avoir le montant du remboursement, il faut connaître le montant de la mensualité. Et le montant de la mensualité, je vais le calculer ici. Pourquoi je le calcule à part? Parce que cette mensualité, on a dit, par définition, qu'elle allait être constante. D'accord? Donc, le montant de la mensualité, c'est combien? Il faut que j'utilise la formule des annuités constantes, que je résolve mon équation. Bon, j'ai tout ça en tête, je vous ai monté l'équation tout à l'heure. C'est 500 000 divisé par je ne l'ai pas si bien en tête que cela. Sur le papier, c'est plus facile. Vous me dites par exactement 1 divisé alors par 4% divisé par 12. D'accord? C'est tout? Fois 1 moins 1 sur 1 plus R divisé par 12 puissance 20 puissance 20 fois 12. Et là, il ne faut pas se tromper dans les parenthèses. Je vais en mettre, il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Hop. Voilà. Voilà le montant de l'annuité. C'est bon pour vous? Il y a une petite erreur dans ma formule. C'est avec les parenthèses, on se trouve tout le temps. Et pourquoi je sais qu'il y a une petite erreur dans ma formule? Parce que l'annuité, la mensualité, elle est inférieure au montant des intérêts. Donc je sais que je me suis trompé. D'accord? En fait, je m'aperçois que je fais une erreur dans les parenthèses. C'est, je crois, attendez, que je le regarde. Un plus. On va la faire. J'ai une parenthèse de trop, mais comme c'est écrit tout petit, j'ai besoin. Non. Non, il me manque une parenthèse. Alors attendez. Cette parenthèse-là, on l'ouvre. Celle-là, voilà, celle-là est en trop. Non.
Attendez, excusez-moi, hein. Je prends 5 minutes. Je vois rien. Vous voyez quelque chose, vous? Non, hein, c'est... Attendez. Hein. Je vois pas où est l'erreur en fait. Vous avez une idée ou pas? Je vous ai pas entendu. Hein. Ah bah là, il y a une erreur là. Là, il y a une erreur parce que c'est C1. J'ai vu où était l'erreur. Hein. Encore une fois, c'est une histoire de parenthèse, mais je ne vois pas où. Voilà. Merci. C'est une histoire de parenthèse. Donc, la mensualité, elle est de 3029, je crois. On va vérifier tout ça à la fin. 3029. Et là, je peux mettre un petit dollar, hein, puisqu'elle ne change pas, cette mensualité. Est-ce que maintenant, je peux calculer le remboursement en capital? Ça va être la différence, évidemment, entre la mensualité et le montant des intérêts. Et comme je connais le remboursement en capital, je peux calculer le capital en fin de période. Le capital en fin de période, c'est le capital restant dû moins le remboursement en capital. Et puis, à partir du capital en fin de période, je peux calculer le capital en début de période de la période suivante. Je prends ce terme. Alors, il faut des dollars, hein, c'est B. Ah, j'ai pas mis de dollars, il faut bien sûr mettre un petit dollar ici pour pas que ça bouge. D'accord? Le remboursement, je le copie, ça c'est bon. La mensualité, je peux la copier. Et la formule du capital en fin de période, ça marche aussi. Maintenant que j'ai ça, ma deuxième ligne, je la copie en intégralité. Et je fais combien? J'ai dit, j'avais combien de périodes? 20 ans x 12, ça fait combien? 240. Donc, voilà. Et voilà. C'est bon. Donc, vous avez tout l'échéancier. Je dis c'est bon parce que ça se finit bien par 0,0 à la fin. Donc, je suis à peu près sûr de ne pas m'être trompé dans les calculs. Hein. Encore une fois, je prie de m'excuser pour les parenthèses de tout à l'heure qui faisaient que je ne voyais plus exactement ce que j'avais écrit comme équation. Vous avez l'échéancier. Maintenant qu'on a ça, on va s'amuser, par exemple, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, un prêt bancaire, on va s'amuser à le représenter graphiquement. Donc j'ai pris les intérêts, les remboursements et les mensualités, et je représente ça ici, et je déplace mon graphe sur une nouvelle feuille. Ok? Bon, je pourrais le faire plus joli, hein, mais on n'a pas tellement le temps. Voilà. Quand même l'arranger un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Je vous l'enregistre, ceux qui veulent pourront venir le récupérer à la fin du cours. Évidemment, les mensualités, elles sont constantes. Donc là, j'ai représenté les flux à chaque période pour avoir une vision un peu générale de ce qui se passe. Donc les mensualités, elles sont constantes. Donc vous voyez bien, le trait vert, il est horizontal.
le remboursement augmente période après période. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les intérêts diminuent. Vous comprenez bien l'idée? Si je veux maintenir des mensualités constantes, sachant que dans ces mensualités, il y a une part de remboursement en capital, il faut qu'au départ, je paie un montant d'intérêt plus élevé, enfin, celui qui correspond au taux, hein, mais le montant des intérêts, il va décroître. Il va décroître. À l'inverse, on va pouvoir rembourser de plus en plus. C'est assez intuitif comme idée. Retournons au graphique. Ça va pour retournons aux valeurs. Ça va pour le graphique? Il me reste un peu de temps. Hein, je vous sens agité. Oui, il me reste un petit peu de temps. Je retourne aux valeurs. Qu'est-ce qui se passe si, eh bien, imaginons, hein, c'est un prêt immobilier. Et au bout de 10 ans, le ménage, ici, on a un ménage ici qui a réalisé ce prêt immobilier. Au bout de 10 ans, eh bien, les emprunteurs se retrouvent au chômage, n'ont plus d'emploi, ils ne sont plus en mesure de rembourser leur prêt. Combien doivent-ils au bout de 10 ans? Au bout de 10 ans, c'est la moitié, c'est 120. On va aller à la période 120. À votre avis, de tête, combien il reste à rembourser? Eh bien, sur les 500 000, il reste à rembourser 300 000. C'est évidemment pas proportionnel à la durée. C'est la raison pour laquelle je faisais figurer le graphique. Et pour beaucoup de ménages, ça c'est une surprise. Il y a beaucoup de ménages qui s'attendent à ce que, à la moitié du prêt, j'ai pris 10 ans, c'est simple, la moitié du prêt, ils se disent on a remboursé la moitié du prêt. Ben non, ils n'ont pas remboursé la moitié du prêt. Ici, ils ont remboursé les 2/5 du prêt. Ils ont remboursé. Oui, c'est ça. Ils doivent encore les 3/5, 300 000 sur 500 000. Et ça, c'est d'autant plus vrai si les taux d'intérêt sont élevés. Je vais prendre un taux d'intérêt très élevé. Enfin, pas besoin. Mais si je prenais un taux très élevé, vous verriez bien que ça impacte encore plus. Ces calculs-là, vous devez les maîtriser. C'est vraiment au niveau licence. Pour vous donner quelques repères. D'abord des repères très professionnels et après on aura une discussion un peu plus intéressante. Mais moi j'ai animé des sessions dans des licences professionnelles. Dans la licence pro banque, c'est exactement ce qu'on vous demande de savoir faire. Les banques aujourd'hui recrutent beaucoup au niveau licence, au niveau des 3e années, et elles recrutent des chargés de clientèle. Le chargé de clientèle, c'est la personne qui, dans l'agence, reçoit les clients et leur font des propositions de prêt. Donc ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez capable d'expliquer à des gens qui n'ont pas forcément fait de finance ou d'économie comment est construit leur prêt. D'accord? Les banques recrutent pour cela au niveau licence, plutôt en licence pro. On n'a pas de licence pro à Paris 1 parce que notre principal débouché pour les étudiants, il se situe au niveau master. Donc, n'empêche, vous devez comprendre ce qui se fait au sein des agences. Ça me permet de faire peut-être un lien un tout petit peu avec samedi dernier. Vous étiez aux Journées Portes Ouvertes. Jérôme Glachin, qui dirige la mention, vous disait, cadrez bien le type de métier. A priori, à Paris 1, on ne forme pas tellement au métier. Bien sûr, un des principaux débouchés, c'est la banque, mais ce n'est pas en agence. La plupart de nos anciens étudiants, après le master, ils travaillent plutôt au siège, dans les services centraux. Typiquement, ils peuvent être amenés à programmer ce type de logiciel. Alors, c'est bien sûr mieux fait, avec une interface plus sympathique, mais où il y a plein d'autres métiers. Mais même si vous ne vous destinez pas à être conseiller clientèle ou conseiller entreprise, c'est important pour vous, si vous voulez comprendre ce que font les banques, ce qu'on y fait, d'avoir fait ce petit exercice-là ensemble. Okay. Donc j'insiste beaucoup sur le côté très professionnel de cet exercice. C'est exactement ce qu'on fait
dans les agences bancaires. Et d'ailleurs, pour insister sur ce point, j'aimerais que vous demandiez, je suis sûr qu'autour de vous, vous avez une tante, une grand-mère, un oncle, ou même des parents qui ont acheté une maison secondaire ou une voiture par crédit. Récupérez le dossier de prêt. Ah, c'est des choses que les gens gardent, c'est des documents importants. Et dans ce dossier de prêt, vous verrez, il y a un échéancier. Alors, si je l'imprime, là, ma feuille Excel, si je l'imprime, c'est sur 10 pages, c'est pas grave. Hein. Les gens ont ça. Regardez comment c'est fait. Ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez capable de faire exactement la même chose. C'est exactement sur cette base-là que c'est construit. D'accord ? J'insiste beaucoup parce que ça vous change un peu de ce que vous faites d'habitude. On vous fait des choses en cours qui sont très théoriques. Là, il y a des éléments très théoriques au départ, mais après, c'est très, très opérationnel. Hein. C'est rigoureusement ce qui est fait dans les dossiers de prêt. Voilà. Je m'arrête sur les côtés un peu professionnels. Pour revenir sur une discussion plus générale, là, pour le coup plus importante, sur la façon dont les banques accordent des prêts et sur bien les risques associés. Et notamment, vous avez tous entendu parler de la crise des subprimes. Cette crise des subprimes, qui est une crise bancaire importante, qui est née aux États-Unis, mais qui a eu des répercussions partout en Europe, dans le monde, en Asie, mais beaucoup en Europe. Bon, cette crise subprime, vous savez ce que signifie subprime ? Non, ça ne signifie pas titre pourri, même si de fait, oui, c'est des titres qui n'étaient pas de grande qualité. Subprime aux États-Unis, quand vous empruntez de l'argent, vous êtes noté. Tous les ménages sont notés, c'est du scoring. C'est pour éviter le surendettement. Hein. L'idée est bonne, hein. C'est que pour un ménage surendetté qui a eu des difficultés de paiement, c'est enregistré dans une base et toutes les banques peuvent consulter la base de manière à savoir si vous avez des prêts, si vous êtes solvable. Donc vous avez des points qui sont fonction de votre expérience, de vos revenus et de vos arriérés. D'accord ? Et subprime, c'est pour ceux qui sont en dessous d'un certain seuil. Les moins solvables. Ceux qui ont eu des découverts récurrents, qui n'ont pas remboursé leurs prêts fréquemment, qui sont éventuellement surendettés. Donc il y a tout un système comme ça d'évaluation. Subprime, c'est en dessous du seuil. Et donc les prêts subprime, c'est des prêts qui ont été accordés à des ménages qui sont en dessous de ce seuil, donc des prêts à des ménages qui sont peu solvables. Et ces prêts avaient une particularité. C'est que ces prêts, c'était des prêts hypothécaires. Alors, c'est très courant aux États-Unis, c'est moins courant en Europe, particulièrement en France, il y en a très peu. Les prêts hypothécaires, c'est des prêts qui sont garantis par la valeur du bien. Quand vous achetez un appartement à Paris, vous allez prendre une assurance et vous allez faire du cautionnement. Aux États-Unis, c'est différent, il n'y a pas tout ça, ce sont des frais en moins, mais en revanche, si vous n'êtes pas en mesure de rembourser votre prêt, on va saisir votre appartement, cet appartement il sera vendu et c'est ainsi que la banque se remboursera. Et donc pour bien comprendre la crise des subprimes, il faut se souvenir que durant les années 2000, on a un boom de l'immobilier américain, donc les prix augmentent. Et puisque les prix augmentent, vous comprenez bien que les prêts hypothécaires deviennent très intéressants pour les banques. Qu'importe que vous prêtiez à un ménage solvable ou pas, ce qui compte, c'est la valeur anticipée de l'appartement. Même si le ménage n'est pas solvable, si les prix augmentent, finalement, votre prêt n'est pas très risqué. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, les prix finissent toujours par chuter. Enfin, les prix, hein, on dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, enfin, les prix n'augmentent pas éternellement. Et à partir de 2007, les prix sur les marchés de l'immobilier se retournent. Et là, c'est la crise, puisque les gens ne remboursent pas. Et puis, les banques récupèrent des appartements, des maisons qui ont moins de valeur, donc qui ne permettent pas de rembourser les prêts. Et la crise, comme ça, se propage. On verra la propagation de la crise plus tard. Hein. Mais vous comprenez bien le modèle. Donc, première caractéristique, on a des prêts hypothécaires. Deuxième caractéristique qui, là, va nous intéresser directement. Ces prêts sont, alors ça a été appelé parfois des prêts montgolfières. C'est des prêts où les remboursements sont décalés dans le temps. Ça veut dire, par exemple, que les 5 premières années, vous ne rembourserez pas le capital, vous ne ferez que payer les intérêts. Eh bien, dans mon échéancier, ça s'intègre très simplement.
je vais avoir 2 sous-périodes dans mon échéancier. Sur la première période, j'aurai des calculs dans lesquels, comme je l'ai fait précédemment, il n'y a pas de remboursement du capital. Vous savez, on l'a fait dans le capital avec remboursement in fine, c'est ce qu'on avait fait. Donc une sous-période où il n'y a pas de remboursement capital, on ne fait que payer des intérêts. Et puis ensuite, une deuxième sous-période où il y a des annuités constantes, comme on l'a vu là. D'accord ? Donc ça, vous devez être en mesure de le faire. Et vous devez être en mesure de comprendre qu'effectivement, ça va aussi jouer sur le profil de remboursement. Ça va être encore plus risqué. Quand vous décalez les paiements, je vous ai dit, pour reprendre l'exemple ici, quand on est à la moitié du prêt, on n'a remboursé que les 2/5. Mais si vous avez un décalage, et si dans la première période, les 2 ou 3 premières années, vous ne payez que les intérêts et pas le remboursement du capital, le décalage il est encore plus fort. Vous comprenez bien que le décalage sera encore plus fort. Et puis, dans les prêts subprime aux États-Unis, on avait au départ des taux faibles et ajustables. Ici, j'ai pris un seul taux, j'ai pris un taux de 4%. Aux États-Unis, on peut avoir des prêts qui sont assez similaires où les 4 premières années, 2 premières années, qu'importe, on a un taux de 1% et puis après un taux de 6%. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on laissait entendre aux ménages qu'avant qu'ils atteignent le seuil de 6%, ils auraient tout intérêt à revendre leur maison ou leur appartement. Donc, toutes ces clauses supplémentaires qui sont rajoutées viennent compliquer l'analyse des prêts. Alors, on sait traiter ça mathématiquement très simplement, mais vous comprenez bien que pour les ménages les moins solvables, les ménages les moins solvables sont souvent les ménages qui ont le niveau de diplôme le moins élevé, qui ont des difficultés par ailleurs. Donc ces prêts-là devenaient très compliqués à évaluer, même intuitivement. Et c'est la raison pour laquelle on considère que les banques ont failli. Qu'il y ait une crise immobilière, c'est évidemment pas la faute des banques, mais lorsque les banques favorisent les prêts immobiliers en prêtant à des ménages modestes, avec des conditions qui sont assez complexes, évidemment, nous, on les comprend bien, les ménages les comprennent certainement moins bien, et puis c'est davantage de risques. Donc on a plein de modalités comme ça qui ont été introduites. Donc je vous dis, des délais dans le paiement, dans le remboursement du capital, des taux qui étaient ajustables, quoi d'autre voilà, c'était les deux principales mesures qui étaient mises en place et qui sont porteuses de risques. Dernier point, sur ces exemples d'échéanciers. Des échéanciers avec des décalages dans le paiement, dans le remboursement du capital. Ça existe aussi en France. Et vous avez un exemple à me donner ? Un cas qui vous concerne directement. Dans le cas, merci mademoiselle, dans le cas des prêts étudiants. Dans le cas des prêts étudiants, justement, il y a ce décalage, mais on comprend bien. Les prêts étudiants, par exemple, vous allez faire un prêt pour le master l'année prochaine, donc c'est un master en 2 ans. Vous empruntez auprès de la banque, et la banque examine votre dossier. C'est que vous êtes alors, elle va examiner quoi dans votre dossier ? Dans les prêts étudiants, ce qu'on examine, c'est les notes. Donc, on va examiner vos notes, on va voir que vous êtes un étudiant ou une étudiante sérieuse. Le master dans lequel vous avez été sélectionné, c'est un master qui a bonne réputation. On connaît les salaires de sortie. Donc, la banque va vous proposer un prêt, par exemple sur 10 ans, mais que vous commencerez à rembourser qu'à l'issue de votre master, quand vous aurez trouvé un stage. Ou alors 1 an après le début de master, parce qu'on vous laisse 1 an pour justement éventuellement être en stage avant de décrocher un CDD ou un CDI. Donc il y a ce décalage-là qui est prévu. Et durant cette période un peu transitoire, la banque va vous demander parfois de payer les intérêts sans remboursement du capital. Ou alors même, dans certains cas, la banque vous dira, vous ne payez pas d'intérêt, vous ne remboursez rien. Et, bien sûr, tout cela est rattrapé à partir du moment où vous allez payer. Commencer à rembourser quand vous aurez trouvé un travail. D'accord ? Donc ça, c'est des choses que je peux vous demander à l'examen typiquement. Et qu'est-ce qu'il faudra faire ? Imaginons qu'on ait une période de 2 ans sans aucun paiement et qu'on a emprunté 100 000 euros. Je prends des chiffres simples. On emprunte 100 000 euros, mais on commence à rembourser dans 2 ans. Pour une durée ensuite de 10 ans. Eh bien, le problème est très simple. Il suffit de décaler les 100 000 euros, de les projeter dans 2 ans. Alors, c'est 100 000 euros fois 1 plus R puissance 2. D'accord ? Et
On part en début de période de remboursement avec un capital restant dû qui n'est pas le capital initial, mais le capital initial augmenté des intérêts sur la période transitoire et des intérêts sur les intérêts. D'accord? Donc, vous voyez, visualisez bien. Je ne fais pas l'exercice avec vous, on ne peut pas faire tous les exercices. Je vous donne voilà, des éléments de réponse. Bah, c'est ce type d'exercice que je vais vous demander à l'examen, de me traiter un prêt d'étudiant, un prêt pour un ménage, avec éventuellement des taux ajustables, des décalages, ce genre de choses que vous devez être capable de faire. Voilà, c'était l'objet de la séance d'aujourd'hui. Il me reste un petit peu de temps? Non. Il me reste pas de... Alors attendez, j'ai pas fini. Il me reste 1 minute, j'ai pas tout à fait fini. Je répète, si vous voulez, vous venez récupérer le fichier Excel si ça vous dit, pour que vous entraînez chez vous. Et puis, il y avait une dernière section sur les déterminants des taux d'intérêt. Eh bien, je vous demande de la faire seule. D'accord? C'est très simple. C'est des rappels de choses que vous avez vues dans des cours de macro. Les déterminants des taux d'intérêt, on les connaît. Hein. C'est l'inflation, c'est les primes de risque. Donc, je vous demande de voir ça seul. OK? Et la semaine prochaine, donc, on entame directement le chapitre 6. OK? Donc voilà, il y a toute la question de la structure par terme et du lien entre les taux d'intérêt et la conjoncture. Hein. Il y a quelques diapos en plus que je n'ai pas eu le temps de faire. Je vous remercie.